Assalamu alaikum, shalom, bonjour et merci à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez, que ce soit sur la terre du Dénigba national ou en Afrique ou dans le monde entier. Disons merci aux techniciens qui nous accompagnent aujourd'hui, Victor Bekoku Michel Tomega et Gérald Kodjo Akucha. Les confrères autour de moi, Jean Le Grand Polorini du journal Canal D, bonjour. Bonjour Sassé, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour aux confrères présents en studio. Merci Thierry Afanoukoé, le grand patron du média en ligne Gapola.net, bonjour. Bonjour Sassé, bonjour à toutes et à tous. Et l'aîné que nous faisons sortir de sa discrétion de temps en temps pour nous enrichir de sa discrétion, de sa sagesse. Bizarrement, j'oublie son nom. Là, c'est grave. En bon peul, il m'a fait oublier son nom. Jacques Jacouti. Jacques, bonjour. Bonjour Sens, bonjour aux auditeurs, auditrices. Je voudrais te dire effectivement que j'étais maîtrisé ce matin. Mais je m'en suis sorti. Merci. Donc, nous pourrions avoir un quatrième confrère invité et ainsi nous faisons le point de la semaine. Cette semaine qui est assez bien riche en événements. Hier, par exemple, il y a eu la pose de la première pierre du nouveau grand marché de Lomé. Nous allons en parler. Tout comme nous sommes à 7 jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale et nous allons voir comment chacun des candidats s'arme individuellement ou bien en pôle. Et puis nous allons parcourir aussi les préparatifs de l'élection. Qu'est-ce que la CENI fait, la HAC, la Cour constitutionnelle et tous les autres. Nous allons vous donner un schéma complet de l'actualité de la semaine, juste le temps que nous partagions la pensée du jour. C'est Antoine Claude Gabriel qui a écrit que la charité voit tous les hommes du même œil. Jacques Jacouti, ouais. La charité voit tous les hommes du même œil. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Vous savez, sur cette terre, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez géant ou court, le repère commun que Dieu a su placer à nous, c'est la vie. Et il est important que nous puissions prendre soin des uns et des autres. Que tu sois riche ou pauvre, ce qui est important, ce qui nous unit effectivement, c'est cet amour, ce partage que nous devons avoir entre nous. Merci de le rappeler que la charité voit tous les hommes du même œil. Et si on fait un rapprochement avec l'actualité sociopolitique, Thierry Afanoukoé, nous avons 7 candidats qui postulent au fauteuil présidentiel. Nous, les médias, nous regardons chacun des candidats avec le même œil. Tout à fait, mais seulement que là, nous sommes sur un plan commercial. Donc, le plus offrant, nous serons beaucoup plus appelés à l'accompagner plutôt. Mais là, ce sera au cours des émissions spéciales. Voilà, mais eux tous, nous allons les traiter sur le même pied d'égalité. Merci. Et comme vous l'avez dit, la charité, c'est Dieu, et Dieu est amour, et nous sommes tous les fils et les filles de Dieu. Merci, Jean Le Grand Polorini. Avec vous, nous allons remercier un confrère. Juste avant l'émission, il m'a envoyé un message. Il s'est rattrapé pour me souhaiter à moi-même, à toute l'équipe de Canal FM du Club La Presse, les vœux de bonnes et heureuses années. Lui, c'était Augustin Kofi Amega, le patron du journal indépendant Express, mais qui fait hospice. Non, Canard indépendant. Le Canard indépendant, mais Augustin Kofi Amega qui assure le service communication des éperviers. Voilà, Augustin Amega nous salue, nous tous le plateau, et nous souhaite une bonne heureuse année, même s'il a mis un mois pour se rattraper. Oui, tout à fait ça. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis les vœux pour la nouvelle année, on les fait jusqu'au 31, je crois. Moi aussi, c'est ma première fois de venir dans ce studio au cours de cette année. Donc je profite également de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à toutes les auditrices et auditeurs, à tout le club de la presse. Et je demande que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous, parce que c'est Dieu qui est le moteur de tout. Nous avons beau souhaiter la santé, la prospérité et tout,
Si l'auteur de tout ceci n'est pas avec nous, c'est en vain que nous parlons. Voilà. Merci. Alors nous faisons comme Augustin le rappelle à tous nos parents, amis, confrères, collègues, voisins, tous ceux à qui nous avons oublié de souhaiter bonne heureuse année. Eh bien, nous nous rattrapons cette journée du vendredi 31 janvier 2020. Mais comme l'a dit Jean le Grand Poloroni, c'est bien de souhaiter les vœux à celui-ci, à celui-là, mais prions plutôt que Dieu accède à nos désirs. Juste rappeler également que lorsqu'il sonnera 12 heures, les auditeurs, auditrices pourront entrer en ligne sur nos deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour co-animer avec nous, soit par des questions, des commentaires, pourquoi pas des critiques. L'essentiel, c'est que ce soit bien formulé et empreint de courtoisie. Chapitre numéro 1, la pose de la première pierre du nouveau grand marché de Lomé a été faite hier. Et comme un symbole, c'est une dame, Chantal Yawa Djibori-Tchegan, président de l'Assemblée nationale, qui a eu à présider cette cérémonie. Et d'après ce que nous rappelle le confrère Togo Matin, le nouveau bâtiment qui sera sorti de terre d'ici 18 mois sera un bâtiment de type commercial à 5 niveaux, rez-de-chaussée, 4 étages. Il va coûter autour de 11 milliards 489 millions 994 454 francs, entièrement libellés par l'État togolais, et le chantier va employer 517 jeunes femmes et jeunes employés pour un chantier qui sera réalisé pendant 18 mois. Jean le Grand Poloroni, vous avez appris cette information tout comme nous tous. Effectivement, ça je l'ai appris comme vous depuis hier. C'est une bonne nouvelle que ce marché soit reconstruit. C'est la reconstruction de ce marché qui a amené Jean-Pierre Fabre et le gouvernement à couteau tiré. Aujourd'hui, il est bien vrai que les femmes du marché ont souffert pendant longtemps. Et aujourd'hui, on aura un nouveau marché de type commercial, comme vous l'avez dit, plus innovant, meilleur que le précédent. C'est toujours une bonne nouvelle, mais en même temps, il faut dire que le cœur de tous ceux qui ont perdu des marchandises dans ces incendies n'est pas encore comblé parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Ils ne savent pas aujourd'hui qui sont les auteurs de ce grand mal qu'elles ont subi. Des gens ont perdu leur vie, des gens ont ruiné totalement leur marché, leur carrière dans ces incendies. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on n'en soit pas encore à connaître ceux qui sont les auteurs et qu'on ait un semblant d'impunité. Pour plusieurs problèmes, rapidement on trouve les auteurs, mais pour quelque chose d'intérêt national, pour la cause commune de ces femmes que je vois, et ce passif n'est pas encore soldé, ça nous fait vraiment mal. Merci. D'après ce que nous avons pu recueillir, le nouveau bâtiment sera de type moderne, mais va s'insérer dans notre contexte togolais. Il y a des matériaux du terroir qui seront utilisés. Un ouvrage vraiment splendide, d'après ce que les techniciens en disent. Et Thierry Afankoué, ça fait un peu plus de 7 ans que nos deux grands marchés, celui de Kara, celui de Lomé, ont brûlé à 24 heures d'intervalle. La dernière fois que nous étions à Kara, nous sommes transportés sur le site du nouveau marché de Kara. Celui de Lomé a été lancé depuis hier, mais comme le disait Jean le Grand Poloroni, le côté judiciaire de cet incendie tarde toujours à être connu. Tout à fait. On attend toujours que le ministère public puisse aller de l'avant dans cette affaire-là pour que les véritables auteurs de ces incendies-là soient connus et sévis selon les lois en vigueur dans notre pays. Mais je vois qu'on va attendre encore longtemps par rapport à la cérémonie de la pose pierre qui a été effectuée hier. J'ai juste jeté un coup d'œil sur l'article tout à l'heure. Je me rends compte que on ne nous dit pas la société qui va s'occuper de
de la construction. Et il faudrait que cette construction-là puisse respecter les normes. On ne voudrait pas que quelques jours après, comme ça a été le cas pour la nouvelle aérogare de l'aéroport international Yansing Beya, demain que des pluies menacent l'infrastructure. Donc il faudrait que ça soit bien fait, respectant les normes, et qu'on puisse penser également aux problèmes de parking. Vous savez que le grand marché de Lomé a toujours ce problème-là quand vous allez en véhicule. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne permet plus aux motos de circuler dans le marché, mais quand vous allez en véhicule, il vous est difficile de stationner. Il faudrait que la construction de ce nouveau bâtiment-là puisse prendre en compte ce volet pour que les dames puissent circuler librement. Maintenant, une fois que les travaux seront terminés, il faudrait que les victimes, ceux qui avaient leur boutique dans l'ancien bâtiment, soient favorisés pour avoir de nouvelles bâtiments, de nouvelles boutiques, et que s'il le faut, l'État puisse repenser à un nouvel accompagnement pour leur permettre de relancer leurs activités. Je crois que ce marché-là apporte beaucoup à notre économie. Pour preuve, quand l'incendie est intervenu, vous avez vu qu'il y a un ralentissement des activités économiques dans notre pays. Merci. Vous rappelez tantôt que le centre commercial de Lomé souffre d'embouteillage, d'encombrement. Espérons que le consortium d'architectes vont veiller à cela pour que la circulation puisse être fluide quand le nouveau marché sera construit. Voilà, Jacques Outi, voilà le contexte dans lequel la pose pierre a été posée hier. D'un côté, il y a la joie, pour ne pas dire l'espérance, pour les commerçants, mais ceux qui ont perdu leurs affaires, voire leur argent, leurs marchandises, il y a 7 ans, ne s'en relèvent pas encore, ni économiquement, ni par les traumatismes. Et du côté judiciaire, ceux qui ont été inculpés dans cette affaire et qui le demeurent, restent toujours sous le coup de la loi, même s'ils ne savent pas quand exactement le procès va s'ouvrir sur cette affaire. Hier, j'y étais. C'était quand même émouvant, il faut le reconnaître. Et le gouvernement quand même a pris, je crois, la mesure de la chose par rapport à la pose de la première pierre. Et hier, les femmes, au cours de cette cérémonie, elles ont dit qu'elles espèrent que la pierre ne sera pas là-bas pour finalement être emportée par les pluies. Donc je crois que elles n'ont pas parlé dans les oreilles des sourds, parce que la plupart des personnalités étaient là hier. Vous l'avez si bien de souligner que c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui a posé cette pierre. Et il y avait également le ministre du Commerce, et puis le ministre du Commerce, voilà, oui. Et celle des infrastructures, Madame Zeratou aussi, qui était là. Je crois que c'était vraiment quand même émouvant. Mais l'autre aspect maintenant, comme les uns et les autres l'ont si bien souligné, c'est de voir comment faire la compensation par rapport aux dames qui ont perdu effectivement tout lors de cet incendie. Je ne sais pas si jusqu'au jour d'aujourd'hui l'évaluation a été faite et à combien ont été évaluées les pertes que ces femmes ont subies et quel cabinet a fait cette évaluation. Il est important que du moment où le gouvernement a eu à charge de pouvoir poser la première pierre de la reconstruction de ce marché, vous l'avez dit également tout à l'heure que vous avez visité le marché de Kara, qui est également en reconstruction. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est pratiquement fini à Kara de l'inauguration. Donc je crois que hier, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vu les femmes qui avaient quand même qui avaient l'engouement que on puisse terminer rapidement ce marché. Et je crois que c'est une très bonne chose. Par rapport aux entreprises dont le confrère faisait allusion tout à l'heure, il y a, vous savez que c'est 4 lots repartis entre les entreprises. Il y a l'entreprise Witech, je crois que ça c'est les Chinois. Il y a également Centro, également qui a eu une partie d'un lot. Vous savez que c'est 4
4 étages. Donc, chaque entreprise a eu quand même un lot. Je crois que c'est UETEC qui a eu 2 lots par rapport à cette construction-là. Donc, Centro et les autres se sont partagés les 2 lots restants. Et le maître d'ouvrage de cette reconstruction, je crois que c'est la primature. Donc, il est important aujourd'hui que la primature suive de près ce chantier et que, effectivement, à la fin, nous puissions avoir vraiment un marché moderne. L'autre aspect que les femmes ont soulevé hier, c'est de tout faire pour que, lorsqu'il y a incendie maintenant, qu'on puisse avoir de l'espace, que les véhicules puissent intervenir rapidement et pouvoir éteindre effectivement ces incendies-là. Mais cela commencera par le fait que les femmes et les commerçants eux-mêmes n'aillent pas occuper les voies tracées à cet effet. Non, je crois parce qu'il y a Lomé ici, on ne peut pas marcher dans les rues de Lomé. Partout, il y a des étalages sur le trottoir et gare à vous si vous touchez aux étalages de quelqu'un. On va vous rappeler d'où vos ancêtres sont venus. Non, pour témoignage de ça, je crois que vous avez bien fait de le soulever. J'ai un ami qui est venu de la République démocratique du Congo et qui m'avait dit qu'il veut faire un tour au grand marché. Moi-même, ça fait longtemps, je te jure, ça fait 20 ans que je n'avais plus mis pied au grand marché. C'est normal, ne promène pas au marché. Donc, après, quand on est allé, effectivement, le monsieur s'est tourné après, il m'a posé la question que est-ce que vraiment il est au Togo? J'ai dit, mais pourquoi cette question? Il dit, mais du moment où les policiers disent aux femmes là de dégager les marchandises, à un moment donné, quand le policier tourne dos, les bonnes femmes ramènent encore leurs marchandises à leur place. Il se posait des questions si vraiment il est au Togo. Il dit non, c'est le Togo. Il dit vraiment les choses ont changé, les choses ont évolué. Donc c'est pour vous dire que vous avez pleinement raison. Mais le plan conçu par rapport à ce marché, le plan qu'on a présenté hier, il sera difficile maintenant que les femmes puissent maintenant s'installer autour aux bordures effectivement de ce marché-là. Vous permettez, il faudrait que d'abord ces femmes-là acceptent d'aller dans le nouveau bâtiment qui sera construit, parce que elles ont de ces arguments-là que peut-être à l'intérieur il n'y a pas la clientèle pour faire passer les produits, donc elles préfèrent rester dehors. Donc il faudrait que le PAM, au moment venu, en plus de l'apport des autorités, puisse réguler. En amont, il faut penser que tous ces aspects ont été pris en compte par les études. La mentalité du Togolais, pas seulement le commerçant, mais celui qui vient acheter. Comment est-ce que nous réagissons? On peut présumer que tout ça a été pris en compte avant que le schéma surtout qu'on parle de 4 niveaux. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la maquette, je ne sais pas si des ascenseurs sont prévus, parce que il y a des personnes qui ne pourront pas faire le tour des 4 étages par les escaliers, donc il faudrait ils n'ont qu'à marcher et dégraisser un peu. Là, je suis parfaitement d'accord avec toi, ça. Vous voyez que pour transporter ne serait-ce que un sac de maïs au 4e étage, mais quand vous voyez par exemple les escaliers, c'est quand même vraiment espacé. Ça, vraiment, c'est un marché moderne. Moi, j'ai vu la maquette, j'ai un peu suivi également les explications des uns des autres. Je crois que nous partons quand même gagnants par rapport à cette reconstruction-là. Merci Jean. Comme on le disait tantôt, la pose de la première pierre, la cérémonie était présidée par Madame Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. C'est peut-être un clin d'œil que le gouvernement a voulu faire aux femmes, mais il n'empêche quand même que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que ce soit Faure Gnassingbé en personne qui présida cette cérémonie. Et à ce niveau, Liberté rappelle justement à la page 4 aujourd'hui que, attendu au grand marché de Lomé, Faure Gnassingbé a plutôt reçu des femmes à la présidence de la République, où un déjeuner a été offert par Faure Gnassingbé à ces femmes-là. Et Liberté écrit même que l'argent aurait été distribué. Ça veut dire que de cette cérémonie à l'ambiance préélectorale, le pas est vite franchi, Jean Legrand. Tout à fait ça, mais sauf que l'information en question, je ne l'ai pas vérifiée, donc je ne peux pas tout me prononcer dessus. Voilà. Merci. Donc, rendez-vous 18 mois pour espérer voir sorti de terre ce joyau d'infrastructures socio-économiques dont la première pierre a été posée hier. Nous ouvrons à présent le chapitre 2. Nous allons faire le tour
des 7 candidats qui aspirent à présider aux destinées du Togo pour la période 2020-2025. Certains évoluent en solo au sein de leur parti politique et des soutiens qui leur viennent d'ici et de là. D'autres s'organisent en pôle. Nous allons parcourir tout cela le temps que je vous livre cette revue de presse. Alors justement, commençons par le candidat, le président sortant, Faure Gnassingbé, dont le confrère L'Humanité écrit à la page 4 que M. René Kossi Kapou, cadre UNIR, qui préside, plutôt Kapou, qui est membre de la commission juridique d'UNIR, il était récemment sur une antenne de radio et il a laissé entendre que UNIR promet un mandat de consolidation des acquis et d'un nouvel élan pour plus de progrès. M. Kapou, qui a passé en revue les 3 derniers mandats de Faure. Le premier, c'était dédié à la réconciliation. Le deuxième, consacré aux infrastructures. Le deuxième, troisième, aux infrastructures et au social. Et le candidat d'UNI promet cette fois-ci un mandat de la consolidation des acquis et d'un nouvel élan. Quelqu'un pourrait ironiser, si c'est après 3 mandats qu'on prend un nouvel élan, donc c'est bon pour le Togo. Autre journal, Libération, qui écrit à la page 3 que M. Youssouf Ouattara, qui est directeur général de le NATO, mais qui est cadre d'UNI, M. Youssouf Ouattara remobilise les populations de Loti afin que Faure Gnassingbé réalise un coup KO au scrutin présidentiel le 22 février prochain. Autre journal, c'est Vérité des peuples, qui nous transporte lui aussi dans la préfecture de Loti, où Noël de Pouken, cadre et député uni, a remis aux populations de la localité un don de Faure Gnassingbé sous la forme d'une ambulance. Et vous pouvez présumer qu'après avoir remis le don, le message électoral que de Pouken a vu passer à ses frères. Vérité des peuples revient sur la présence le dimanche dernier du ministre Gilbert Bawara sur les antennes d'une télé, émission au cours de laquelle le ministre Bawara et cadre uni avaient rassuré l'opinion sur la victoire de Faure Gnassingbé le 22 février prochain. Pour dire Thierry Afanoukoui que on constate ici et là que UNI mène ses activités sur le terrain dans l'Est Mono, Oti, un peu par-ci, et les cadres unis qui n'hésitent pas à monter à l'assaut sur les médias pour dire tout l'optimisme pour leur candidat. Tout à fait. Et ils le font parce que ils disposent des moyens. Les autres aussi le font. Je crois que il faut repenser la chose électorale dans notre pays pour que le jeu soit véritablement équitable. Et on voit que aujourd'hui c'est une guerre on assiste à une guerre de soutien et c'est Faure Gnassingbé et Agbeome, Vincent Gabriel qui s'en lavent les mains parce que c'est eux qui reçoivent des soutiens ici et là. Il y a un troisième pôle qui est en train de se constituer et qu'on va aborder incessamment. Tout à fait. Et on voit que les lieutenants de l'un ou de l'autre investissent le terrain en faveur de leur candidat. Mais la question que les uns et les autres ou beaucoup de Togolais se posent, est-ce que il faut attendre ces moments électoraux pour offrir ça et là aux populations alors que les promesses faites durant les 3 mandats, la plupart n'ont pas été honorées. Et on se demande si la population, en tout cas ceux à qui on a fait ces promesses-là, seront en mesure d'accorder encore leur confiance à celui à qui ils l'ont toujours fait durant les 3 mandats. Donc c'est pour cela, moi j'estime que le jeu reste ouvert. Comme le dirait quelqu'un, que le Saint-Esprit aide les uns les autres pour faire le bon choix le moment venu. Amen. Toujours sur le candidat Faure Gnassingbé,
Togo Matin nous transporte cette fois-ci dans la préfecture de Moyen-Mono, où c'est l'honorable Kofi Sodokin, qui se trouve par ailleurs être l'un des conseillers économiques du chef de l'État, qui dit Togo Matin qui écrit que grâce à l'honorable Kofi Sodokin, le Moyen-Mono est acquis au candidat Faure Gnassingbé. Autre journal, c'est Liberté, qui parle lui de tragicomédie électorale en préparation au Togo. Les ambassadeurs du groupe des 5, à savoir le système des Nations Unies, l'Union Européenne, France, Allemagne et États-Unis, se comportent plutôt en spectateurs. Et pour rappeler également que ni l'Union Européenne ni le système des Nations Unies n'envoient pas d'observateurs pour les élections l'élection présidentielle. The Guardian voit le candidat de Faure Gnassingbé autrement. Et The Guardian écrit d'abord à la page 3 que pour la présidentielle 2020, le parti au pouvoir est sérieusement mis en difficulté. Et The Guardian revient lui aussi sur les propos tenus par Gilbert Bawara le dimanche dernier sur une chaîne de télévision. Et ce journal écrit: quand Gilbert Bawara étale la peur du régime. Nous accueillons le 4e invité que nous attendions, Dominique Essortina Alizou. Bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes les auditrices plutôt de... Merci. Le temps que vous preniez un peu votre souffle, Jean Legrand, oui. Vous avez écouté les titres de journaux un peu pour ou contre la candidature de Faure Gnassingbé. Oui, bon, pas la candidature, mais disons le score que ce candidat pourrait avoir. Oui, il est clair que pour l'heure, Faure Gnassingbé est le grand favori de ce scrutin qui aura lieu dans quelques semaines. Et l'on constate ça et là qu'UNIR et ses lieutenants font feu de tout bois et sont partout, du nord au sud, à l'est et à l'ouest. Ils occupent véritablement le terrain, tandis que l'opposition, on dirait qu'elle se cherche un peu encore. On a actuellement deux tendances qui se révèlent, celle de Jean-Pierre Fabre et d'Agbeme Kodjo. On attendait plutôt à une mutualisation de forces pour essayer d'avoir un électorat plus conséquent. Mais dans ces conditions, ceux qui voient déjà Faure gagnant, ils semblent avoir un peu raison. Parce que pour l'heure, nous avons une opposition un peu en lambeaux face aux candidats d'UNIR. Mais les choses peuvent changer à tout moment. Moi, je dis que lorsque vous prenez les élections législatives et locales, vous avez un fort taux d'abstention à Lomé. Même quand vous voyez tous qui sont inscrits. C'est la preuve que beaucoup ne croient plus en rien. Où piocher maintenant? Comment faire pour piocher ceux-là qui ne croient en rien? C'est là le véritable enjeu. Parce qu'UNIR a déjà un électorat qu'il va a priori sauvegarder. Mais l'opposition a un peu perdu son électorat à cause de certaines consignes de vote en décembre 2018. Et à l'heure des locales, on a changé de position, ce qui fait que l'électorat de l'opposition est un peu confus à l'heure actuelle. Mais il faut qu'un nom nouveau sorte pour susciter une certaine émulation du côté de cet électorat qui aujourd'hui ne croit plus en rien. Parce que si nous allons dans les mêmes conditions que ce que nous avons eu en décembre et en juin, c'est clair que le candidat d'UNIR risque de passer encore comme une lettre à la poste. Mais à la dernière minute, si nous avons une coalisation de force de l'opposition, c'est très probable qu'il puisse avoir un ballottement. Eh bien, on verra au soir du 22 février. Dominique Alizou, Faure Gnassingbé a comme avantage ou inconvénient ces trois mandats, ce qu'il a pu faire, ce qu'il reste à faire. D'aucuns avancent son expérience, ses soutiens par-ci, par-là. Et entre autres soutiens, il y a même un journal qui nous parle de l'ancien président, l'ancien chef d'État de Guinée, Sékou Ba, qui appelle, qui apporte son soutien à Faure Gnassingbé. Et puis on voit les cadres d'UNIR avec toutes ces ailes marchandes qui occupent le terrain un peu partout. Est-ce que vous estimez également que dans ce contexte-là, Faure Gnassingbé part avec les faveurs du pronostic? Oui, je crois que, comme le dirait quelqu'un devant ses maïs,
parce que en réalité, en face, les autres sont là à se chamailler, à se disputer, à créer des dynamiques. Aujourd'hui, nous sommes à une deuxième dynamique. Peut-être demain, on trouvera une troisième dynamique. Et là, l'opposition, les militants de l'opposition se cherchent. Ils sont totalement désemparés. Alors que de l'autre côté, en face, Faure Gnassingbé sont partis. C'est la sérénité qui règne. Parce qu'ils sont, comme tu l'as dit tantôt, ils sont sur le terrain. Alors que c'est ça, au fait, les vrais enjeux. C'est d'aller vers la population. Actuellement, l'opposition, enfin, les candidats déclarés de l'opposition tournent dans les marchés de Lomé. Alors que dans les marchés de Lomé, les femmes sont sorties pour vendre leurs marchandises. Ils ne sont pas allés pour écouter, ils ne sont pas en meeting, ils ne sont pas allés pour écouter le programme ou regarder défiler devant eux les leaders politiques. Le travail, c'est d'aller à la base, d'aller à l'intérieur, d'occuper tout le territoire. Alors que vous allez voir que l'UNIR est en train d'occuper, est partout dans toutes les villes et dans tous les villages. Comme tu l'as dit tantôt, les cadres sont partout et vous avez dit entre-temps que d'autres ont fait des dons et d'autres c'est pour aller dire que voilà, ces infrastructures, c'est grâce à la volonté manifeste du président de faire de bonnes choses pour vous que ces réalisations ont été faites. Et donc, ça permet à ce que les populations même voient. Alors qu'à côté, l'opposition est nulle part. On les voit nulle part, je ne sais pas si véritablement ils veulent vraiment gagner ces élections. Parce que en 2 semaines de campagne, ce n'est pas évident qu'elle puisse vraiment occuper, être auprès des populations, elle puisse être vraiment au centre enfin, prouver ce qu'elle a, en fait, à l'endroit de la population. 2 semaines, c'est totalement insuffisant et insignifiant. Donc, il faut véritablement que l'opposition puisse se déployer si véritablement elle veut gagner. Mais ce qui est clair, c'est que le candidat Faure est tellement en avance que je me dis que ça serait courir après un lapin. Dans ce contexte, c'est ça vraiment on qui est dommage. Même et là, ce il faut quand même qu'ils acceptent demain, au soir du résultat, qu'il ne soit pas, parce que j'ai l'impression que la fraude aussi fait partie. La fraude fait partie. Est un candidat. J'ai l'impression que la fraude aussi était candidat pour l'opposition. Alors qu'il qu'il laisse la fraude de côté et qu'il voit la réalité en face. Merci. Alors pour terminer avec le candidat Faure Gnassingbé, il est annoncé à Blita en fin de semaine pour l'inauguration ou bien le lancement des travaux de cette centrale photovoltaïque. Et ça pose un problème que Thierry Afanko a évoqué tantôt. Dans ces moments électoraux, il est difficile de séparer l'agenda du chef de l'État de la campagne. Parce que quand il sera à Blita, est-ce qu'il sera en tant que président ou bien en tant que candidat? Sur le terrain, lui-même parle déjà d'un coup KO. Jacques, quand vous prenez par exemple la constitution de Madagascar, c'est clair. Lorsque les joutes électorales s'approchent, le président de la République rend son tablier pour pouvoir... 6 mois avant. Mais ça, c'est voilà. Madagascar. Mais c'est ce que j'ai dit. Par rapport à notre constitution, il n'y a pas cette disposition. Donc... et en 2 semaines, pour démarrer une campagne, attendez-vous à ce que on ne puisse pas dissocier le manteau du président et le manteau d'un candidat. En fait, c'est ça le problème. Par rapport à cette élection, il est vrai que quand vous prenez un peu, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, on sent que il y en a qui vont à vélo et il y en a qui ont pris un TGV. C'est ce que nous sommes sur le terrain. À grande vitesse. Voilà. Et certains qui vont à vélo. C'est ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Et dans tout ça, l'autre aspect, c'est que c'est un constat personnel. Peut-être que je peux me tromper. C'est que on sent que au sein de l'Église catholique, ils sont en train de créer 2 fronts. Le front de Pogro et le front de Zeus. Parce que la plupart, quand vous prenez ceux qui composent ce front-là, sont tous obédientes catholiques. C'est comme si c'est une élection qui se joue entre les catholiques et les autres citoyens lambda. Donc il est important aujourd'hui que on puisse dissocier ne serait-ce que cette élection par rapport aux hommes qui gèrent, et aux hommes également
qui sont en train de vouloir créer l'unité entre les candidats. Il est important parce que hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux un candidat qui est allé chez les imams, saluer les imams et autres. C'est une bonne chose parce que ça, c'est du porte-à-porte que les gens sont en train de faire. Mais l'essentiel ici, il est important aujourd'hui que ce que nous sommes en train de sentir par rapport à cette campagne et à cette élection, c'est comme si les gens ne vont pas pour gagner, mais les gens vont pour occuper la deuxième place. Parce que les gens se disent que c'est comme si c'est déjà plié. Donc, il faudrait que moi, j'occupe la deuxième place. Parce que on ne peut pas admettre que, à 2 semaines d'une élection, qu'on puisse encore créer une autre coalition, alors que le prélat avait tout fait, une autre dynamique, parce que le prélat l'avait déjà fait. Donc, quand vous voyez, par exemple, cette dynamique-là, c'est comme si c'est une guerre entre le positionnement. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une guerre entre deux personnes. On sait que l'autre est déjà parti pour gagner, et qui va occuper la seconde place? Quand vous lisez un peu, vous voyez ce qui se passe au sein de ces candidats. Au fait, c'est ce positionnement-là que moi je suis en train de Ainsi en est-il vous permettez, je veux juste ajouter ceci. Il faudrait que UNIR puisse repenser sa politique sociale, sa politique, sa gouvernance, parce que quand vous faisiez tantôt la revue de presse, il y a des noms que vous avez cités qu'on n'entend que en période électorale. Vous ne pouvez pas avoir, en tout cas, tout ce qu'ils ont amassé, peut-être grâce à la magnanimité du chef de l'État en les nommant ici et là, et au lieu de faire bénéficier cela à la base, on n'entend qu'en période électorale pour aller vers la base, soit avec des vélos, des riz, et des tables bancs, et des cahiers ou je ne sais quoi. Ça dit que cette façon de faire là ne s'y est pas. Il faudrait que ces personnes, en tout cas, qui sont à la tête du pays, puissent penser à une redistribution de la richesse. Merci. Un peu dans ce sens-là, quelqu'un nous dit que c'est bien que le chef de l'État a offert une ambulance à Oti, mais il y a plein d'autres localités également qui n'ont pas d'ambulance, que le chef de l'État pense également tout juste pour dire qu'au fait c'est des dons personnels, mais les gens essaient de faire le lien, le rapprochement entre ce qu'ils sont en train de faire et le chef de l'État pour comment dire ça, gagner en côte. Hein? Merci. Nous continuons avec le candidat ou le pôle suivant du candidat, c'est Vincent Guillaume Kodjo. Il n'est plus besoin de revenir sur le processus qui a conduit à sa désignation. Lui-même, il s'était porté candidat, investi par son parti MPDD, puis il a bénéficié de la dynamique enclenchée par Monseigneur Podjoro, et par la suite, il a eu à bénéficier du soutien, de l'accompagnement d'être partis comme la CDPA, comme le NI. D'autres candidats même se sont désistés pour l'accompagner, et il a formé son équipe dont nous avons parlé, et sur l'équipe sur laquelle revient le journal L'Humanité, qui écrit présidentielle 2020, le cabinet d'Aguillaume Kodjo, un conglomérat d'arrivistes, d'opportunistes et de taupes. Et nous apprenons un visuel qui circule que Monseigneur Podjoro organise demain une messe sur la paroisse Saint-Kizito, ici, où il va prier pour son candidat unique. Et cela pose un problème avec Togo Réveil, qui se demande si les chrétiens catholiques du Togo ont un candidat. Et puis hier, il y a un cadre du Parti uni, Charles Kondi Majom Agba, qui préside le comité des sages de Uni, qui a revendiqué sa foi chrétienne catholique, mais qui a dit se dissocier de cette dynamique Podjoro, et M. Agba qui a laissé entendre que les candidats n'iront pas voter d'une voix unanime, comme Podjoro les y appellerait. Jean Legrand, Jacques le disait tantôt, il y a une certaine confusion avec le candidat Agboyome. D'abord, est-ce qu'il est candidat unique de l'opposition, ou bien est-ce qu'il est candidat de l'Église catholique? Ça, si tu permets, c'est un véritable problème que nous avons avec cette situation. Voilà pourquoi un journal demande si les catholiques ont-ils un candidat. Parce que
il faut dissocier religion et politique. Il ne faut pas faire amalgame de choses. J'ai lu comme vous l'invitation du prélat à l'investiture de son candidat, mais en même temps, dans le communiqué, on invite tous les fidèles catholiques. C'est là où je me dis, mais qui... D'abord, il a commencé par les acteurs politiques, voilà, la société civile, et puis maintenant les chrétiens catholiques. Et voilà, c'est là où je dis, mais il y a un véritable problème. On ne peut pas mettre la religion dans la politique. Quand on invite tous les fidèles d'un bon religieux, comment voulez-vous que le pouvoir en place accepte de bon cœur que la commission épiscopale justice et paix soit observatrice pour les élections? C'est un peu paradoxal, parce que facilement le lien est fait. Et je comprends aisément pourquoi le pouvoir est un peu braqué. Parce que quand on fait la politique, on l'a fait. Mais une fois qu'on fait la religion, il ne faut pas qu'on fasse amalgame de choses. Agbeome Kodjo est candidat d'une certaine dynamique, mais il n'est pas candidat d'un bon religieux. Il faut franchement que la différence soit faite, et pour qu'on n'ait pas un amalgame. Parce que Fonya Singbe, quoi qu'on dise, je crois qu'il est aussi catholique. Il y a plusieurs autres candidats qui sont catholiques. Et justement, dans l'article de Togo Matin, il y a un militant UNIR relève que si Agboyome a le soutien de Kodjo, c'est bien. Mais Fonya Singbe, lui, rencontre tous les évêques du Togo quand il le veut. Et mieux encore, il y a 9 mois, il était auprès du pape qui lui a donné sa bénédiction. Ça veut dire que s'il y a candidat de l'église catholique, Agboyome a quelqu'un au-dessus de lui. Tout à fait, ça se passe de commentaires et tout le monde peut comprendre. La question me met de savoir si Agboyome est catholique. Je ne crois pas. Il est catholique. Enfin, il est catholique. Moi, je l'ai suivi. Certains disent qu'il est animiste. Non, Dominique. En tout cas, bon, je n'en sais rien. Bon. Okay. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, normalement, le candidat que Kodjo devait soutenir devait être le candidat de UNIR, parce que le président de la République est catholique fervent. Il était encore tout récemment à Lourdes, où des images ont circulé, où il était vraiment très concentré. Et normalement, Kodjo devait plutôt l'adouber, l'aduler, dire, ah, voilà, un bon fidèle pour le soutenir. Mais malheureusement, je crois que ce vieux, bon, il est un peu âgé, il faut le remarquer aussi, que il n'est pas totalement... parce que l'Église catholique a à son sein les militants de tous les partis politiques. Il n'y a pas que des militants de OBU ou bien... Non, enfin, de MPDD ou bien de... Non. Alors, normalement, il ne devait pas faire comme si lui, en tant qu'ancien archevêque de Lomé, lui, quand il appellera tous les catholiques, même le président ira voter pour Agboyome. Parce que le président est aussi catholique. Il faut qu'il arrête de confondre en tout cas, il faut faire distinction. Monseigneur Kodjo est politique émérite. L'archidiocèse de Lomé vient d'avoir un nouvel archevêque et le chef de l'État, candidat ou président de la République, était à la cérémonie d'intronisation. Et puis rappeler que au Togo, il y a l'ensemble des diocèses qui ont leur conférence épiscopale. C'est pour faire la distinction que Monseigneur Kodjo ne parle pas nécessairement au nom de toutes les. Mais c'est ce qu'on est en train d'observer dans son invitation. Il invitait les fidèles catholiques à assister massivement. Mais je dis que la dynamique, la première dynamique, notamment sa propre dynamique, où Agboyome doit vraiment se méfier, parce que vous savez, Kodjo avait organisé une messe d'action de grâce pour la liste C14 pour les élections locales, mais l'ANC les a battus, étaient en avance sur eux. Donc ça veut dire que ces messes et autres là ne prospèrent pas. Moi je dis, c'est comme si Agboyome a choisi vraiment d'aller vers un échec cuisant en acceptant ces messes de bénédiction ou de je ne sais même pas quoi. Donc je crois qu'aujourd'hui Agboyome devait se départir de cette pesanteur Kodjo et de ces messes d'action de grâce qui n'aboutissent à rien. Merci. Et aller sur le terrain, parce que il ne sert à rien de faire un tour dans les marchés et espérer une messe d'action de grâce pour espérer être président de ce pays. Merci. Il faut aller vers les populations. Il n'est même pas encore allé dans son village à Tokyo. Il y a aussi le journal Temps Nouveau qui écrit, lui, que la candidature d'Agboyome suscite rage et polémique. Ça, c'est la lecture de Temps Nouveau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ses soutiens et puis toute la dynamique dont il bénéficie. Je disais tout à l'heure que la joute électorale, c'est comme quelqu'un qui amène sa marchandise au marché.
Hein, bon, c'est au plus offrant. C'est-à-dire que si la marchandise est bonne et que la marchandise est moins chère, les gens vont en acheter. Vous comprenez? Donc, au fait, quand vous prenez la plupart des candidats aujourd'hui, les 7 sont tous des Togolais. Et les 7 sont intelligents. Et les 7 ont également leur programme à présenter. Mais ce que nous disons ici par rapport à ce qui se passe, c'est la guéguerre qui est autour de ces candidats de l'opposition. En fait, c'est tout le débat à ce niveau. Et c'est comme si vous prenez un thermomètre, vous cassez le thermomètre pour avoir la température. La température est déjà là. Vous comprenez? Au fait, c'est pas en cassant le thermomètre que vous allez essayer de découvrir la température. Donc, je crois qu'il est important aujourd'hui, s'il y a dynamique à faire autour, effectivement, de ces candidats de l'opposition, c'est à ce niveau qu'il fallait travailler. Parce que vous avez souligné tout à l'heure que la plupart des candidats, à part Kouissan que je connais, et peut-être Kassona est musulman, et Kouissan lui est d'obédience évangélique, la plupart des autres candidats sont des catholiques. La plupart, c'est-à-dire les 5. Les 5 sont catholiques, à part les 2, l'autre qui est musulman et l'autre qui est évangélique. Catholique aussi? Bon, oui, je crois que Oulu c'est catholique. Donc, je crois que la dynamique devait être faite au niveau, effectivement, de ces candidats, au lieu de pouvoir prendre quelqu'un isolement et pouvoir commencer par organiser les messes en faveur de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, ce à quoi nous allons assister au 22 au soir, je vous dis que ce n'est pas le problème d'une élection, mais c'est le problème de positionnement. C'est à ça que nous allons assister. Merci Thierry Afankoué. Il y a un autre auditeur qui demande à Gboyome de savoir se comporter avec la position de Monseigneur Kodjoro, parce que il n'y a pas que les catholiques qui iront voter le 22 février. Et il y a d'abord dans le monde chrétien, il y a différentes obédiences, il y a les musulmans, il y a les animistes, et c'est que le candidat Gboyome devrait plutôt apprendre à s'adresser à tous les Togolais tels qu'ils sont, plutôt que de se sentir couvé par Monseigneur Kodjoro. Seulement que si on veut parler en termes de fidèles, nombre de fidèles, je crois que les catholiques devaient être les plus nombreux. Seulement je me demande si eux tous ont leur carte d'électeur, parce que là encore c'est un autre débat. Et donc à Gboyome, je crois que c'est un fervent catholique. Il croit peut-être en tout ce que Monseigneur est en train de faire. Il a, vous avez suivi peut-être cette semaine l'un de ces lieutenants qui disait que UNIR va goûter à l'opposition. On ne sait pas sur quoi il se base, mais toujours est-il que c'est... Vous savez, nous sommes en campagne et tous les mots sont permis. Vous vous rappelez notre ami Aubin Kodjoviton qui déclarait bien longtemps que lui, il était déjà président du Togo en 2020. Mais pour le cas Dr Ton, c'est que au moins lui, il a fait un travail de terrain. Parce que le monsieur, il a fait un travail formidable. Il a constitué des groupes de jeunes. Sur le terrain, il a utilisé un peu le système de marketing. Vous êtes avec moi, vous amenez 10 personnes, ainsi de suite. Donc, il a développé un système comme ça, au point où, si vous étiez au jour de son investiture, vous allez constater que la salle était pleine à craquer. Oui, là, on peut dire que Benton travaillait tellement sur le terrain qu'il avait oublié de peaufiner sa liste. Et qu'il a été recalé par la Cour suprême. Et comme nous parlions tantôt du professeur Worlou, un auditeur nous dit que le professeur Worlou est plutôt de confession protestante et pas catholique. Encore une fois, et puis rappeler qu'il y a séparation entre l'église peut-être que l'église est prise à son propre jeu pour s'être mêlée de trop cette temps-ci de la politique. À la politique. Sinon, avant... Il n'y a pas ça. C'est lui qui tente de faire croire que, avec son onction, avec sa bénédiction, vous passez comme une lettre à la poste. Alors qu'il en a fait à la C14, la C14 a mordu à la poussière. Je voudrais relever le fait aussi que, aujourd'hui, la guerre est tellement féroce entre les deux dynamiques. Lorsque vous observez vous lisez des trucs sur les réseaux sociaux, vous allez vous demander, on dirait que la guerre inter-opposition est plus féroce qu'en face de l'adversaire, puisque vous savez, j'ai lu un truc qui m'a fait sourire.
Les gars de l'ANC attaquaient, enfin ceux de la deuxième dynamique, attaquaient la première dynamique. Que ouais, votre leader, Agwemi Kodjo, a les mains souillées de sang et autres là. Et l'autre dit, mais vous, votre patron a pris 30 millions, et que bon, il en a fait. Mais je me suis dit, mais comment ils peuvent se dégonfler entre eux jusqu'à ce point? Donc moi, je me dis que ils sont en train de se détruire entre eux, au lieu de faire face à l'adversaire. C'est ça vraiment le vrai danger. Merci. Alors, nous parlions tantôt du professeur Oulu. Je me dis, ils sont sans merci entre eux. Oui, on va venir. Nous parlons tantôt du professeur Oulu qui serait de confession protestante. Oulu qui a rencontré la presse hier, seul. Il a rencontré la presse où il a présenté son projet de société. Et Liberté revient là-dessus et écrit que Oulu promet de rebâtir le Togo sur des valeurs. Et le professeur Oulu, en bon pédagogue, a dit qu'il faut éduquer par l'exemple que l'on offre. Ça, c'est une très bonne démarche. Parce qu'en réalité, c'est ce que les gens devaient nous, les différents candidats devaient nous présenter. Leur programme de société. Qu'est-ce qu'ils veulent au lieu de faire un tour dans les marchés, allez voir les bonnes dames pour aller dire, ouais, bon, moi, votez pour. Non, hier, au moins, Oulu a rencontré le candidat du Nord-Ouest dans les marchés, hein. Non, ah oui, il était, attendez, vers les populations. Non, Thierry, le candidat d'Uni, il y a un meeting, il n'est pas dans les marchés, il est dans les champs de manioc. On ne le connaissait pas aussi, comment motiver, comment déterrer le manioc, qu'est-ce qui est normal? Récolter le coton. Il fait son clin d'œil. Il a découvert récemment. On a déjà quitté Fort Gnassingbé. Revenons donc, je disais que Oulu a rencontré la presse hier seul pour présenter son projet de société, alors que le même Oulu se trouve dans une nouvelle dynamique parrainée par Zeus Ajavon. Et justement, Dominique, vous écriviez hier que à quelques jours de la présidentielle 2020, l'opposition de plus en plus divisée et la nouvelle dynamique à Javon-Zeus qui vient s'ajouter à celle de Kodjo. Oui, c'est vraiment extraordinaire et curieux que dans ce pays, nous avons entendu les gens appeler, dire que l'opposition doit être unie, présenter un seul candidat. Mais à lieu place d'un seul candidat, on découvre des dynamiques qui fusent de partout. Et voilà cette deuxième dynamique. Et ce que nous avons constaté, c'est que selon certaines sources, Ajavon a appelé à Guillaume de venir dans leur nouvelle dynamique. Alors là, on se demandait si Ajavon pensait que Agbeme devait se mettre derrière eux, leur dynamique. Alors qu'entre-temps, Agbeme appelait plutôt les autres à venir se mettre derrière lui. Donc voilà la dichotomie que nous constatons au niveau de notre opposition. Et je vous dis que les militants sont désemparés. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils se demandent, c'est quelle dynamique, finalement on vote pour quelle dynamique. Et c'est ça en fait le vrai. Et sur les réseaux sociaux, je crois que la dynamique de Zeus, ils se livrent une guerre sans merci. La dynamique, des insultes, des attaques. Et vraiment, c'est vraiment horrible. Oui, vous voulez parler la dynamique de Zeus, c'était beaucoup plus pour sécuriser le vote. Il parle de mutualisation de leurs moyens et ressources. Donc, c'est pas amener un camp à s'allier à l'autre. Il faut faire la part des choses. Déjà, on a déjà imprimé les bulletins de vote avec leur logo et tout. Donc, il est impossible d'ailleurs qu'ils puissent aujourd'hui dire qu'ils présentent ou choisissent. Ils vont choisir un seul candidat. Non, ils disent, autour de Zeus, ils disent qu'ils vont mutualiser, mettre ensemble leurs moyens en termes de couverture de tout le territoire de notre dénigrement national. Mais Jacques Jakouti, au profit d'un seul candidat. La parole est à Jacques Jakouti. Le confrère indépendant, lui aussi parle de l'émergence des forces du consensus démocratique. Et le canal indépendant voit dans cette nouvelle dynamique un élément susceptible de bouleverser la donne. Enfin, c'est une interrogation. Est-ce que la dynamique Zeus Ajavon est susceptible de bouleverser la donne? Vous savez, avec ce à quoi nous sommes en train d'assister, cette guerre qui est entre eux, ça serait un peu difficile. Et quand vous écoutez un peu les uns et les autres parler par rapport à ces candidats, vous sentez que les gens sont désemparés par rapport à cette situation. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas également négliger, c'est la base de données des populations qui se sont fait recenser.
Vous savez, quoi qu'on dise aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le Parti UNIR a sa base. C'est-à-dire que les militants de UNIR se sont recensés par rapport à cette élection. Ouais. Vous prenez la base de données de l'opposition. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Les gens n'ont pas une telle base de données par rapport à ce recensement-là. Donc, je crois que il ne faudrait pas on l'a dit tout à l'heure. Vous savez, quand vous restez par exemple à Lomé, vous quittez par exemple Kodivia Kopé, vous allez à Koresewa, vous quittez à Koresewa, vous allez à Detikopé, vous vous arrêtez là-bas, vous croyez que c'est la fin du Togo. C'est faux. Le Togo est tellement profond. Et aujourd'hui, je me rappelle une année où on avait appelé un nom, je ne veux pas donner le nom de ce candidat vers le nord. Quand on a appelé le nom de l'opposant, les gens se sont posé des questions. Est-ce que c'est un Chinois? Ouais, donc c'est pour vous dire qu'il y a des populations qui ne connaissent même pas certains opposants à l'intérieur du pays. Donc il est important, vous voyez, ce qui est important aujourd'hui dans notre pays par rapport à la situation politique, c'est la gestion de la base, c'est-à-dire les maires que nous avons aujourd'hui. L'émergence future des futurs dirigeants que nous aurons dans ce pays, nous allons les puiser au niveau de ces mairies. C'est-à-dire que c'est des gens qui la nouvelle dynamique autour des Eusajavon a déjà quelques problèmes. Ils ont annoncé un meeting hier à Kodjenji. Je ne sais pas si ce meeting a pu se tenir. Ils ont également annoncé une marche demain samedi 1er février. Mais selon toute vraisemblance, ils ont annulé ça. C'est ce que l'alternative écrit, que les forces du consensus dénoncent ce qu'ils appellent les subterfuges de Payadoa Boukpessi et annulent les manifestations. C'est vraiment un mauvais départ. On vient de se constituer et on n'arrive pas à tenir cette toute première manifestation. Effectivement, ça c'est hier que j'ai également eu une information comme quoi les meetings et la marche sont annulés, contrairement à ce que beaucoup prétendaient. Bon, je n'ai pas quand même tous les détours, le pourquoi est-ce que la marche a été finalement annulée par les autorités. Mais ce que je voudrais relever, pour revenir au sujet précédent, je l'ai dit tantôt en début d'émission, le jeu va se jouer au niveau des abstentionnistes des deux élections précédentes. Unir à sa base, l'ANC a une base qui n'était pas totalement consolidée parce que tout le monde n'avait pas sa carte, de même que les autres candidats. Ils ne viennent apporter rien de nouveau que de reconforter encore leur base. Mais comment maintenant avoir ceux qui sont abstenus? C'est là où tout le jeu va se jouer. Comment chacun des candidats va arriver à décider chaque Togolais à aller aux urnes. C'est là où le jeu va se jouer. Parce qu'aujourd'hui, UNIR ira avec sa base fidèle, l'ANC ira avec sa base, Obi ira avec sa base. Parce que vous voyez le MPDD et leurs dynamiques. Quand vous allez, vous prenez les résultats des locales, ils n'ont vu que du feu. Ouais. Ceux qui les ont... Ça, c'était sans la bénédiction de Monseigneur. Mais la bénédiction était avec la C14. Qu'est-ce que la C14 a vu? Elle n'a pas eu grand-chose. Non, mais ça, c'est une élection présidentielle. Voilà. Non, mais ça... Même si, bien sûr, c'est une élection présidentielle. Mais aujourd'hui, vous savez... Les extraterrestres qui viennent vous dire qu'il y a plus C14 aujourd'hui. C'est toujours les mêmes militants. Aujourd'hui, les militants vont se dire, ah, Fabre. Bon, on a entendu Fabre lors des locales. Quel message? Il vient encore nous dire quoi? Ils vont dire, oh, Agbeyo, mais il était venu avec un PDD, tout ça. Quoi de nouveau encore? Mais s'il y a un nom nouveau, c'est ce qui va intéresser les Togolais. Ah, lui là, qu'est-ce qu'il dit de bon? Mais si c'est les mêmes personnes et qui se tapent encore dessus, l'abstentionniste va se dire, mais si Fabre et compagnie se tapent dessus, bon, peut-être autant mieux vous voter encore unir. Merci. On va finir avec l'organisation même de cette élection, dont la grande partie de la charge incombe à la CENI. La CENI que nous suivons au jour le jour et dont l'humanité écrit que la CENI s'engage à conduire un processus irréprochable. Cette semaine, la CENI a commencé à déployer ses matériels. Ils ont annoncé également des formations juste dans les hameaux les plus reculés. Nous avons eu récemment une mission conjointe ONU CEDEAO qui a également formé les gens. Et cette semaine, c'est la Cour constitutionnelle qui, avec l'accompagnement de ses consoeurs de la sous-région, avec les parties prenantes et les acteurs politiques, tiennent un séminaire de 3 jours. Thierry, c'est pour former l'opinion sur le consensus, sur le contentieux électoral. Si au soir du 22 février,
suite aux résultats provisoires que donnera la CENI, si un candidat a des raisons de ne pas être content, la façon et la manière d'introduire ces recours, c'est ce à quoi forme la Cour constitutionnelle actuellement. Oui, tout à fait. Je crois que depuis plusieurs années maintenant, quand il y a de ces élections-là, les différentes institutions engagées dans le processus initient ces genres de formations, histoire de rôder leurs membres et d'informer également les Togolais de comment les institutions fonctionnent. Récemment, il y a la CENI qui a organisé une journée porte ouverte pour permettre aux Togolais d'apprendre, de se renseigner sur comment ça se passe au niveau de la CENI. Mais ce que nous attendons beaucoup plus de la Cour constitutionnelle, il faudrait que ces décisions soient beaucoup plus motivées. Parce qu'on a l'impression que c'est le même plat qui nous est servi, et il faudrait que les décisions soient beaucoup plus motivées, soient beaucoup plus détaillées pour que véritablement les Togolais se retrouvent dans leurs arrêts, dans leurs décisions. Donc c'est ce que j'ai à dire. Merci, il est 12h, nous allons mettre le trompe de suspension et nous ouvrir à vous. Juste vous rappeler que nous avons parlé de la pose, la première pierre du nouveau grand marché de Lomé. Nous avons passé au crible tous les candidats, le pôle Fort-Nyasingbe, le pôle Agboyome et le pôle avec la dynamique prônée par Maître Zeus Ajavon. Nous avons fini par les contours de cette élection. Les deux numéros, le 22, 21, 33, 74 ou bien le 22, 20, 1968. Je vous exhorterai pour me soulager à ce que vous adressiez vos questions directement aux confrères qui sont autour de nous, Jean le Grand Polorini, Thierry Afanouke, Dominique Alizou ou bien Jacques Djakouti. 93.5 Canal FM. La parole est à vous, mais juste dis merci à cet auditeur qui nous informe que Monsieur Fabre fréquente plutôt l'église évangélique presbytérienne, pour dire que chacun des candidats a son église. Maintenant, la parole est à vous, Monsieur Lazare. Bonjour, Saf. Oui, bonjour à vous, Lazare. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Pardon, vous allez m'accorder 1 minute et je vais éclairer l'opinion à propos de l'Église catholique avec l'initiative de Monseigneur Kodjo. Ok, mais allez-y, mais rapidement. L'Église catholique ne décide quelque chose, c'est la conférence des évêques qui décide au nom de l'Église. Ça, nous l'avons rappelé. La conférence des évêques n'a pas présenté Agboyome comme candidat de l'opposition. Par exemple, lorsque M. Nicodème avait présidé la CVJR, est-ce qu'on a dit que c'est la CVJR de l'Église catholique? Ou bien lorsque Monseigneur Kodjo a présidé la conférence souveraine, est-ce qu'on a dit que c'est la conférence de l'Église catholique? Donc les gens n'ont qu'à faire attention par rapport à l'initiative de Monseigneur Kodjo et l'Église catholique. Par exemple, Monseigneur Kodjo, lui, il avait été archevêque de Lomé. Et je dis, il est devenu archevêque émérite. Il n'est plus en fonction. Tout ce qu'il fait, il le fait au nom, il le fait en son nom, ou bien il le fait comme un simple citoyen. Donc les gens n'ont qu'à faire attention de mélanger l'Église catholique avec l'initiative de Monseigneur Kodjo. Merci, ça. Je vous en prie, Lazare. C'est bien noté. En attendant, en fait, Jacques, notre ami Lazare est venu ajouter de l'eau à notre moulin. Oui, justement, il dit que il a avancé l'hypothèse du fait que la conférence des évêques n'est pas associée à ce que Pogro fait. Mais vous savez, du moment où M. Pogro reste toujours catholique, et archevêque, mais attendez à ce que les gens fassent le lien. N'a pas non plus dénoncé. Merci beaucoup, l'ami Maglo en ligne. Bonjour. Alors, Sas, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde là-bas. S'il y a des critiques, des reproches souvent faites à l'opposition de se cantonner dans la capitale et ses environs, c'est ces reproches-là qui sont faites à l'opposition, qui sont toujours dans la capitale, ignorant l'intérieur. Et M. Alizou l'a encore martelé tout à l'heure. Vous savez pourquoi? C'est que l'opposition trouvait que la situation est normale, comme le disait avant-hier Maurice Kanto du Cameroun, boycotter les élections et disait que collaborer, faire ces élections, c'est que la situation est normale au nord-ouest du Cameroun.
Donc, s'ils vont là-bas, c'est qu'il n'y a pas de crise. Donc, l'opposition trouve qu'il n'y a pas de crise et que d'ailleurs tout est normal. Les préparations, le chef de l'État serait toujours président. Et ils le savent. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure parmi vous qu'il cherche la deuxième place. C'est ça, il trouve la situation normale. Par contre, le pouvoir et ses affiliés qui sont à l'intérieur, qui font du boucan, si c'est cette campagne qui doit faire gagner l'Uni, mais je ne sais pas pourquoi ils maintiennent l'arsenal de répression et de vol en place. Je ne sais pas pourquoi encore il y a la Cour constitutionnelle là, toujours là, dont les décisions sont incontestables. Vous avez déjà la couleur pour le rejet de la requête de Fabre. Vous avez ces couleurs, il dit que ces décisions, on ne peut pas les critiquer, vous le savez. Ça veut dire que si jamais on proclame fort gagnant, on ne peut même pas demander. Et alors pourquoi ils vont? Merci beaucoup l'ami Maglo de nous avoir enrichi à présent, monsieur Lamboni. Oui, bonjour. Oui, monsieur Lamboni. Oui. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. C'est pour l'émission. Ok, vous êtes en direct. Oui, c'est pour l'émission. Mais pas seulement pour les catholiques. Il y a la musulmane dedans. Nous vous écoutons très mal. Allô, l'ami Lamoni? Il a dû partir. J'aurais bien aimé l'écouter. Surtout, j'ai vu comment Jacques s'est concentré pour écouter monsieur Lamboni. Il est parti. Eh bien, il est parti, mais il va revenir à moins que nous gagnions un nouvel auditeur. Oui, bonjour l'ami. Allô? Oui. C'est Léopold. Oui, allô? Oui, Léopold. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Oui, je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Merci. Monsieur Sass, aujourd'hui, je n'ai pas été très content de la façon dont vos confrères ont pris la parole. Si vous prenaient la parole d'eux-mêmes, ce n'est pas vous qui leur donnez la parole. Bon, ma question est celle-ci. Concernant le marquage de la première pierre, oui. Le gouvernement a équipé les gens et arrêté même d'autres. Maintenant, pourquoi il se met maintenant à vouloir reconstruire le bâtiment si ce n'est pas lui-même qui l'a détruit? Bon, vous estimez que c'est le gouvernement même qui avait détruit le marché? Non, c'est celui qui a détruit quelque chose qui doit le réparer, qui doit le reconstruire. C'est ce que moi je vois. C'est ce que vous voyez. C'est ceux-là qui ont détruit, ils ont mis l'incendie, qui doivent le reconstruire. S'il y a lieu de le reconstruire. Ah, pour vous, c'est ceux qui ont incendié le marché qui doivent le reconstruire? Oui, voilà. Ah, ok. Je voudrais savoir. Comment, Thierry? Difficile. Qu'est-ce que vous allez expliquer à notre ami? Difficile de lui répondre, mais ce qui est, c'est que l'État est garant de tout ce que nous avons dans le pays. On peut considérer ça comme ça fait partie des sinistres. Donc l'État doit intervenir pour réparer. L'État doit réparer. Seulement ce que nous attendons, c'est qu'on nous situe sur les gens, les mains qui ont mis le feu au marché. Et j'espère que l'espoir est permis. On pourra toujours connaître cela un jour. Ouais, oui, il y a une amie qui entend en ligne. L'ami Kodjo, bonjour. Bonjour. Oui. Nous saluons les invités. Nous vous saluons aussi. Pour les deux blocs, moi, je trouve ça génial. Pourquoi je dis ça? C'est l'erreur que les opposants ont fait en créant la C14. Parce que tous les partis ont leur vision, ont leur propre vision. On ne peut pas les obliger à regarder dans la même direction. Maintenant, l'élection est à 2 tours. Donc, on n'oblige pas les Togolais de voter uniquement pour Agbo Mekodjo ou uniquement pour Fab. Ceux qui sont des opposants, ils veulent pour l'opposition, allez voter pour Fabre, allez voter pour Agbo ou autres opposants. Maintenant, après, on fait la somme et on va voir si la somme de l'opposition dépasse 50%. C'est ça
l'enjeu. Mais moi, je ne... Mais l'ami Kodjo, le problème c'est que même si l'ensemble des voix de l'opposition dépasse 50%, ça risque d'être éparpillé sur les 6 candidats, ce qui pourrait amener à favoriser le candidat d'UNI. Non. Si la somme de l'opposition dépasse 50%, automatiquement, UNIR aura moins de 50% et on ira au deuxième tour. C'est simple. Ok. Nous verrons tout ça là au soir du 22 février. Mais déjà, il y a un nouvel auditeur en ligne. Monsieur Akondor. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Mon cher ami. Oui. Comment vous allez? Comme vous nous écoutez. Merci beaucoup. C'est pour vous poser une question. Allez-y. Au Togo, pour ne pas être président de la République, il faut quel âge? Pour ne pas être président de la République. Bon. C'est comme il y a la limite d'âge. Bon, je n'ai pas la constitution en tête. 70 ans. Quel est l'âge limite pour être président au Togo, Jacques? 70 ans. Moins de 35 ans. Non, l'âge au sommet. Pour ne pas être président. On n'a plus de l'âge. On n'a pas limité. Ok, on n'a pas plafonné. Même à 100 ans, tu peux aller... Bon, enfin, j'avoue que je n'ai pas la constitution en tête, mais je sais qu'il faut avoir au moins 35 ans pour être candidat. Non, je dis, Oui. C'est 70 ans. Je dis, moi, je n'ai pas ça en tête. On va vérifier toujours. Vous avez débattu une fois de ça. Vous avez dit que Jean-Pierre a 65 ans. Et là, il risque de lui frapper. Si tu as 70 ans, tu ne vas plus être président de la République. Bon, là, cher ami, je sais qu'il faut avoir au moins 35 ans pour être candidat au Togo, mais l'âge plafond, je ne l'ai pas en tête. C'est vous qui l'avez débattu ça une fois. Je n'aime pas que je fais du mensonge. Donc, aujourd'hui, Jean-Pierre a 68 ans. Son poursuivant a 66 ans. Si, au cours de leur mandat, s'ils arrivaient à être président de la République, là, je ne peux pas les frapper lorsqu'ils sont au pouvoir. Et comment ils vont faire? Même dans ce cas, il faut il faut compter avec leur âge au moment où ils sont candidats. Si quelqu'un est élu un jour avant d'atteindre l'âge limite, il doit quand même terminer son mandat, à ce que je sache. Bonjour, merci beaucoup, un nouvel auditeur. Papa Sibiti. Bonjour, mes directeurs. Bonjour à vous. Je suis Gourmantier. Je salue mon frère Jacques Jacouti. Vous êtes Gourmantier ou bien Thème Kotokoli? Je suis Thème. Tu as fait l'histoire, les Kotokoli viennent de la Haute-Vente. Ah, ok. Leurs chefs étaient conduits, ils ont été conduits par le chef Kotokro. Les Fafana, les Traoré. Ok, maintenant, merci, Papa Sibiti. Quand ton vieux parle, vous l'aviez dit, je vous ai dit ici, le président Fort, il ira. Les gens doutaient de sa candidature. Finalement, il a été long. Le dernier jour. Ce qui se passe aujourd'hui, les Togolais, il faut qu'ils, je ne sais comment leur demander, qu'ils soient calmes. Là où il y a le président Fort, nous sommes sages, hein? On n'est ni ici ni là. Vous allez voir, le 22 février, c'est lui qui sera proclamé. Il faut un rapport de force. Quand je vais lutter avec SAS, si SAS n'a pas ma force, je n'ai pas sa force, c'est comme ça, nous voyons. Vous allez voir, ce n'est pas que c'est comme ça. Vous allez voir, rapport de force. J'écris encore, rapport de force. Merci beaucoup. Les gens vont rapport de force électorale, s'il vous plaît. Je vous assure, parce qu'on va compter, on ne va pas peser. Vous avez beau être professeur d'université, si on doit compter, c'est quand il faut peser, qu'on va peser, vous allez passer. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Votre frère Gourmantier, Jacques Jacouti, vous salue. Nous recevons maintenant M. Kokouvi. Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Moi, je voudrais poser une question là. Oui, allez-y. L'autre jour, je venais de Kara. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel central de Sokoré là. Oui. Venir est en train de faire campagne. Quand nous sommes venus au niveau de Zio, ici, il y a un petit village là-bas qui s'appelle Gamela. Oui. Venir est en train de faire campagne. Est-ce que l'ouverture de campagne, c'est déjà ouvert ou bien c'est le 6 qu'ils vont commencer à faire leur campagne? C'est toutes mes questions. Merci. Dominique Alizou, à ce que je sache, la campagne est officiellement ouverte le 6 février prochain. Oui. Mais l'auditeur dit avoir relevé qu'il a vu UNIR déjà en campagne. La pré-campagne qui est constitutionnelle et que avant l'ouverture officielle de la campagne, les partis sont libres de faire de la pré-campagne à l'intérieur, aller vers les populations. Ça, c'est constitutionnel, ça n'a rien
d'interdit ou quoi que ce soit. Donc je crois que d'ailleurs, c'est ça même qui fait l'essence d'un parti politique, qui doit être toujours en contact avec les populations. Et c'est le choix que UNIR a fait. Et UNIR et ses cadres et ses démembrements vont toujours vers les populations à l'intérieur, au lieu de se balader dans les marchés de Baie et puis ça aussi fait partie de la pré-campagne pour dire que l'essentiel c'est que quelque part les bonnes femmes sont allées pour faire leurs affaires, ils ne sont pas allés pour écouter les politiques. L'essentiel c'est que chacun des candidats ou leurs représentants se conforme à la loi en informant les autorités des localités et conseils pourront tenir leur activité en attendant l'ouverture officielle de la campagne qui est le 6 prochain. Merci à tous les auteurs qui ont appelé. Maintenant, nous avons un peu plus de temps pour revenir, pour faire le point. Jacques Diakouti, bien malgré nous, on a beaucoup parlé de religion. C'est pas nous qui l'avons voulu, c'est l'actualité, c'est par les faits et gestes et ce que les confrères ont écrit. Cela nous vaut des appréciations diverses des auditrices, auditeurs, mais c'est pas nous qui faisons l'actualité. Nous commentons les faits que nous constatons. Jacques. Je suis d'accord avec vous et je voudrais dire aux uns et aux autres, vous savez, personne n'est contre la dynamique du religieux Monseigneur Poyro, personne n'est contre ce qu'il est en train de faire. Mais à son âge, il faut quand même le respecter également par rapport à cette démarche. Il est important que l'incarnation de ces candidats dont il veut, il est important qu'il sache que ces candidats, chacun a un agenda caché par rapport à ce que lui veut. Donc, c'est à lui de savoir comment incarner effectivement cette dynamique entre eux et comment faire en sorte que ces guéguerres qu'il y a entre les deux candidats, c'est-à-dire les deux dynamiques plutôt. Comment faire pour que ces deux blocs puissent s'entendre? Au fait, c'est ça. Donc, je crois que personne n'est contre ce qu'il est en train de faire. Personne n'est contre l'Église catholique. Personne n'est contre les fidèles catholiques. Mais ce qui est important, que chacun joue sa partition pour que, au soir du 22, qu'on puisse proclamer un vainqueur et que les Togolais ensemble nous puissions nous retrouver. En fait, c'est ça. Dans ce sens-là, Thierry, nous avons également eu à rappeler que, comme nous sommes de tradition politique de la France, depuis 1905, il y a séparation entre l'Église et l'État. L'État togolais est laïque. Tous les candidats en liste gagneraient à parcourir tout le pays, notre dénigme national, pour aller s'adresser à tous les Togolais en âge de voter. Tout à fait. Donc, faut pas amener le débat sur le plan religieux. Je crois que les Togolais sont libres de faire leur choix le 22 février. Merci beaucoup, Jean le Grand Polo Rémy. Oui. À part, il y a quand même un auditeur ou bien deux qui sont intéressés au grand marché de Lomé. Et à ce niveau-là, nous constatons que les travaux de reconstruction viennent d'être lancés, mais la reconstruction du marché ne doit pas cacher la volonté des Togolais de voir le dénouement judiciaire de cet incendie. Tout à fait, bien entendu ça. C'est parce que nous ne devons pas être dans un état où l'impunité règne. On ne peut pas passer en perte et profit tout ce qui s'est passé en 2013 parce que c'est le sang des Togolais, c'est la sueur de plusieurs personnes, c'est le déni public qui a été gaspillé, qui a été attaqué de cette manière. Et tant que les responsabilités ne seront pas situées, à coup sûr, nous pourrons avoir les mêmes actions qui vont se répéter. Aujourd'hui, il faut que vraiment les gens se décident à dire la vérité. Il faut que les gens se décident à vraiment livrer les auteurs de ces incendies criminels-là qui ont fait du mal au peuple togolais. Parce que je dis une chose, vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous n'échapperez pas à la justice divine. Merci beaucoup. Voilà le point qu'on puisse faire aujourd'hui avec le souhait que, comme elle s'y engage, la CENI organise cette élection de la façon la plus transparente, la plus crédible possible, et que, comme Thierry Afan l'a souhaité, s'il devait y avoir des recours que les candidats introduiraient, que la Cour constitutionnelle, dans sa décision, motive davantage et de la façon la plus impartiale possible. Et c'est comme ça que nous aurons beaucoup gagné. Dominique. Ouais, pour ça, je crois que la CENI a pied d'œuvre.
Et ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour vraiment rendre très transparent ce scrutin et permettre aux Togolais de décider dans les urnes qui doit conduire sa destinée. Et je crois que nous devons saluer ce travail de fond qu'est en train de mettre. Et d'ailleurs, c'est ça qui rassure les candidats, puisqu'aujourd'hui, depuis là, je n'ai pas encore entendu un candidat, même ceux de l'opposition, relever des manquements par ici, par là. Je crois que tous ont vu et voient. S'il y a des manquements, il y a... Parce que il y a au moins des le gens plus... qui reprochent, qui s'attaquent toujours à la composition de la Cour constitutionnelle. Et il y a également ce recours que Fabre a déposé récemment contre la candidature de Faure. Ça n'a pas prospéré, mais c'est quand même dans les archives de l'histoire. Non, c'est juste... je crois que la NCA a voulu jouer un peu à la comédie parce que... Attention, elle avait il y a beaucoup de choses, beaucoup de chats fouettés que de pondre un truc là, raconter des histoires dormies debout. Ça n'a rien à voir. En réalité, ils savaient que leur requête n'allait pas prospérer, mais ils ont voulu faire un peu du buzz parce que je crois que tout le temps Agouemé avait un peu d'avance sur eux dans la communication, sur les réseaux sociaux, et donc ils ont voulu cursicuter cette présence fréquente du candidat de Kwadjuro, et je crois que c'est ça qui a suscité cette sortie. Mais je voudrais relever quelque chose de très important. Et vous savez, vous avez parlé du grand marché, de la pause de la première paix. Moi, j'écoutais en venant dans la voiture, mais vous avez oublié de remarquer quelque chose de fondamental. L'absence du maire de Golf 2. Golf 4 qui gère le grand marché. Oh, il ne gère pas, justement. Non, quand je dis qu'il gère, il y aura des taxes. Non, justement, Dominique. Entre-temps, le maire élu de la commune Golf 4 avait demandé à avoir accès à tous les dossiers et relancer le processus. Le gouvernement lui avait signifié un niet. Est dans sa commune. Oui, mais c'est pas lui qui gère. Il ne gère pas, c'est les PAM qui gèrent. Mais la commune aura des taxes quand même à lever dans ce marché. Il y a toute une polémique. Et si c'est le grand Lemay avec son gouverneur qui va connaître de ça. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est dans son ressort, dans sa commune. Est-ce qu'il est invité? Son absence. Est-ce qu'il est invité, Dominique? Je n'en sais rien. Merci. Et il aurait pu s'inviter lui-même. Merci. On va finir avec vos cartons de fin d'émission, de fin de semaine. Jean-Laurent Polorini, la couleur du carton et le destinataire. Oui, je n'ai pas véritablement un carton, mais c'est juste un carton d'encouragement à une association qui se bat dans l'Ogo, la préfecture d'Ogo. C'est l'association Essoline pour le développement qui a décidé de redonner de l'espoir aux populations défavorisées. C'est une association dirigée par Madame Changa Essoline, qui est une artiste, qui fait vraiment un travail formidable. J'encourage ceux qui peuvent... Et c'est pas une campagne déguisée? Non, pas du tout. C'est une association qui a... Merci Thierry Yafan. Je passe. Vous passez. Dominique Essordinalizou. Ouais, je donne un carton rouge au dos dynamique. Et parce que j'ai peur qu'il y ait une troisième dynamique. Mais pour le moment, c'est 2. Mais je voudrais leur dire que la guerre qui se livre sur les réseaux sociaux aussi, cette guerre me plaît beaucoup. Et que je les encourage à continuer. Parce que cette guerre vous arrange. Enfin, ça me plaît beaucoup. Parce que quand je vois comment ils s'insultent entre eux, ils se traitent de tous les noms d'oiseaux, je me dis ça. Ce n'est pas bien de s'insulter, même en politique. Jacques Jacouti? Non, juste féliciter pour une première fois la HAC pour l'organisation de ces débats au niveau de la chaîne nationale pour recevoir les candidats pour qu'ils présentent leur projet de société. Vraiment, c'est une première et vraiment félicitations à la HAC. Merci, vraiment merci aux auditeurs. Je pense que je constate que la question, le débat sur la religion a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de passion auprès des auditeurs. Certains nous reprochent d'avoir consacré beaucoup de temps. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui faisons l'actualité, nous commentons l'actualité qui se fait au jour le jour et les parutions de nos confrères. Merci surtout à cet auditeur qui nous rappelle que en France, c'était depuis le 9 décembre 1905 qu'il a été proclamé la séparation entre l'Église et l'État, tradition dont nous héritons. Eh bien, nous prions et l'État public et les religions, chacun se tient dans son rôle
pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et encore une fois, pour terminer, les candidats allaient parler à tous les Togolais de Djankassé à Saint-Kassé. Laissez de côté la question religion. Parler à tous les Togolais et arriver à les décider à aller aux urnes le 22 février prochain. Nous nous souhaitons un bon week-end. Nous réitérons notre salutation confraternelle à l'ami Augustin Kofi Amega et nous lui souhaitons beaucoup de courage dans son travail d'accompagner les éperviers en matière de communication et nous nous retrouvons le lundi prochain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.